Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Aujourd'hui, je vous propose un exercice assez classique, que je trouve très joli. Il se situe au carrefour de plusieurs notions. Nombre complexe, polynôme, suite convergente et calcul intégral. Il s'agit de calculer explicitement Qn égale produit pour k variant de 1 jusqu'à n-1 de sinus κ sur n. Avant de se lancer éperdument dans des calculs, on peut formuler quelques observations préalables. Tout d'abord, les fractions κ sur n appartiennent à l'intervalle ouvert 0π, sur lequel la fonction sinus est strictement positive. Par conséquent, Qn est strictement positif. Ensuite, il est facile de calculer Qn pour de petites valeurs de n. On voit ainsi que Q2 est égal à 1, que Q3 est égal à 3 quarts, et que Q4 est égal à 1 demi. Pour Q5, c'est plus compliqué car un calcul direct exige que l'on connaisse les valeurs exactes de sinus π sur 5, 2π sur 5, 3π sur 5 et 4π sur 5. En fait, les deux premières suffisent, puisque, par symétrie, sinus de 4π sur 5 et sinus de π sur 5 sont égaux, et de même, sinus 3π sur 5 et sinus 2π sur 5 sont égaux. Il n'est pas difficile de prouver que sinus π sur 5 est donné par cette expression, et que sinus de 2π sur 5 est donné par celle-ci. Et avec cela en poche, on calcule aisément Q5 égale 5/16. Regardons encore pour n égale 6. Q6 se présente comme le produit de 5 facteurs, qui sont les sinus de π sur 6, π sur 3, π sur 2, 2π sur 3 et 5π sur 6. Les lignes trigonométriques de π sur 3 et π sur 6 étant connues, on obtient facilement 3/16. Bon, voilà quelques valeurs particulières qui nous permettront de tester la formule générale lorsqu'on l'aura trouvée. Et maintenant, il faut une idée pour affronter le cas général, justement. Alors, peut-être une récurrence ? C'est probablement une mauvaise idée car lorsqu'on passe de Qn à Qn plus 1, on ne se contente pas de rajouter un facteur supplémentaire au produit. Tous les facteurs présents dans l'expression de Qn sont remplacés par de nouveaux, et ceci complique sérieusement les choses. Peut-être en considérant que sinus de κ sur n est la partie imaginaire d'exponentielle de ik sur n. Mais étant donné des nombres complexes z1 jusqu'à zn, le produit de leurs parties imaginaires est en général différent de la partie imaginaire du produit, bien sûr. Cela dit, c'est tout de même une bonne idée de faire intervenir des nombres complexes. On peut utiliser la formule d'Euler pour le sinus, qui dit que pour tout t réel, sinus t est donné par exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. On voit ainsi que Qn est égal au produit, pour k de 1 à n-1, de exponentielle ik sur n moins exponentielle moins ik sur n sur 2i. C'est-à-dire, après mise en facteur, Qn égale 1 sur 2i à la puissance n-1, produit pour k de 1 à n-1, de exponentielle ik sur n moins exponentielle moins ik sur n. Souvent, lorsqu'on rencontre une différence d'exponentielle du type exponentielle i alpha moins exponentielle i bêta, on a intérêt à équilibrer l'expression, c'est-à-dire faire apparaître des exposants opposés, pour faire ensuite intervenir la formule d'Euler pour le sinus. Mais cette remarque n'est pas pertinente ici puisque les exposants sont déjà opposés, et l'usage de la formule d'Euler nous ramènerait simplement un pas en arrière. Il est au contraire plus indiqué de déséquilibrer en quelque sorte chaque différence, exponentielle ik sur n moins exponentielle moins ik sur n, en l'écrivant sous la forme exponentielle moins ik sur n facteur 2 exponentielle 2ik sur n moins 1. Ceci nous donne, pour Qn, l'expression suivante. Et là, les choses commencent à s'arranger. Déjà, un produit d'exponentielle, ça fait l'exponentielle de la somme. Et donc ce premier produit peut s'écrire comme l'exponentielle de moins iπ sur n qui multiplie la somme des entiers k de 1 à n-1, c'est-à-dire l'exponentielle de moins i n-1 π sur 2, et comme l'exponentielle de moins iπ sur 2 est égale à moins i, la formule de Moivre dit finalement que ce produit vaut moins i à la puissance n-1. Quant à ce second produit, on va plutôt l'écrire en remplaçant chaque facteur par son opposé, ce qui revient à multiplier le tout par moins 1 puissance n-1. Après cette petite transformation, on obtient à ce stade Qn égale 1 sur 2 puissance n-1 produit pour k de 1 à n-1 de 1 moins exponentielle 2ik sur n.
c'est là qu'entre en scène un autre protagoniste de cette histoire. Je veux parler du polynôme Pn, qui est x puissance n moins 1, dont l'expression scindée est bien connue, elle fait intervenir les racines énièmes de l'unité. On voit bien qu'il y a un lien étroit entre les deux expressions, mais il y a aussi une différence qui ne doit pas nous échapper. L'indice k varie ici de 1 à n-1, alors que là, il varie de 0 à n-1. Qu'à cela ne tienne, on sait que x puissance n-1 se factorise sous la forme x-1 somme des x puissance k pour k de 0 à n-1, et donc x-1 que multiplie le produit des x moins exponentielle 2ik pi sur n est égal à x-1 que multiplie la somme des x puissance k de 0 à n-1. Par intégrité de l'anneau c crochet x, on en déduit l'égalité produit des x moins exponentielle 2ik pi sur n de 1 à n-1 égale la somme des x puissance k de 0 à n-1. Il ne reste plus qu'à évaluer chaque membre de cette égalité en 1 pour découvrir que le produit des 1 moins exponentielle 2ik pi sur n, pour k de 1 à n-1, est égal à n. Au final, nous avons prouvé que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, le produit des sinus k pi sur n, pour k de 1 à n-1, est égal à n sur 2 puissance n-1. On pourrait en rester là, mais il y a un prolongement intéressant à ce calcul. Il se trouve que si A est strictement positif et si f est une application continue et monotone sur l'intervalle semi-ouvert 0a, à valeur réelle, et qui est de plus intégrable, alors son intégrale est la limite d'une suite de sommes de Riemann, comme l'indique cette formule. Admettons ici ce théorème. L'application f de l'intervalle ouvert 0π dans R, qui à t associe le logarithme du sinus de t, est continue, croissante sur la première moitié de l'intervalle, et décroissante ensuite. Elle est intégrable en 0 d'après l'équivalent ln de sinus t équivalent en 0 à ln de t, et en raison de l'intégrabilité en 0 du logarithme. Un argument de symétrie montre que f est aussi intégrable en pi. En adaptant légèrement le théorème précédent, pour tenir compte du fait que f n'est pas monotone, on obtient la formule suivante. Une somme de logarithmes, ça se transforme en le logarithme du produit, si bien que notre intégrale apparaît comme la limite de pi sur n ln de qn, en utilisant la notation introduite plus haut. Compte tenu de la formule explicite qu'on a obtenue pour qn, on voit que notre intégrale est égale à la limite de pi sur n ln de n sur 2 puissance n-1, c'est-à-dire moins pi ln de 2. Ce calcul est d'autant plus intéressant que les primitives de la fonction intégrée ne sont pas élémentaires. Elles existent bien entendu, puisque toute application continue sur un intervalle y possède des primitives, mais on ne parvient pas à les expliciter au moyen des fonctions dites usuelles. Terminons en remarquant que le passage par les sommes de Riemann ne constitue pas le seul moyen de calculer cette intégrale. On peut aussi profiter des symétries que présente la fonction intégrée. En effet, en changeant t en pi moins t, on voit que l'intégrale de ln de sinus t entre 0 et pi sur 2 est égale à l'intégrale de la même fonction entre pi sur 2 et pi. Et donc, via la relation de Schall, il apparaît que l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus t est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2. Par ailleurs, si l'on change t en pi sur 2 moins t, on obtient que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus t est égale à l'intégrale entre les mêmes bornes de ln de cosinus t. En combinant ces deux relations, on obtient l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus t est égale à la somme des intégrales de ln de sinus t et de ln de cosinus t, chacune entre 0 et pi sur 2. Il suffit de regrouper maintenant ces deux intégrales pour obtenir l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de ln de sinus t cosinus t. On utilise alors la formule de duplication pour le sinus et on obtient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de 1 demi de sinus de t. Il suffit maintenant de séparer cette intégrale en deux et on obtient moins pi sur 2 ln de 2 plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de ln de sinus de t. Pour finir, le changement de variable s égale 2t montre que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus 2t dt vaut la moitié de l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus s ds. On retrouve ainsi le résultat obtenu plus haut
à savoir que l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus t dt est égale à moins pi ln de 2. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne pour un autre exposé ou un autre exercice corrigé.